Et si le Portugal était la surprise de l'Euro? On continue nos previews. Bienvenue dans le Club des 5, les socios à quelques jours, quelques heures même de la compétition pour cette dernière preview de la compétition. Alors, comme je vous l'ai dit lors des précédentes émissions, on a tourné ces programmes une semaine pile poil à J-7 avant le début de l'Euro. Donc que ce soit pour le Portugal et pour les autres équipes dont on a déjà parlé, il y a des matchs forcément qui n'ont pas encore été joués. Donc c'est une preview où il nous manque encore quelques éléments pour juger ces équipes, mais on va pouvoir faire un beau bilan et dresser un beau tableau des favoris de cette compétition. Dernier en date, donc le Portugal aujourd'hui. Et on a un invité pour nous accompagner. C'est Monsieur Gary de Jésus qui est notre invité. Salut Gary. Salut Samuel, salut à tous. Alors Gary, on présente quand même pour ceux qui ne te connaissent pas les Portugais j'imagine, mais les socios du Club des 5. Tu es un journaliste bien sûr, c'est déjà croisé dans certaines rédactions. Et aujourd'hui, tu es journaliste vraiment franco-portugais. J'insiste sur ça parce que... Spécialisé sur le Portugal. Voilà, tu travailles en France, mais surtout avec des médias portugais et avec des médias internationaux sur les joueurs qui composent ce championnat. Donc on va dire qu'au niveau de suivi de la sélection, on est pas mal, quoi. On est pas mal. Tu t'es régalé avec Roberto Martinez là? Écoute, c'est un tournant dans l'histoire de cette sélection récente. Et ouais, on se régale. Bon. On se régale sur le jeu et sur les résultats. Bah, c'est déjà pas mal, ça promet au moins un peu d'enthousiasme dans cette émission. Elton Mokolo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Gary, en espérant qu'on va faire une très belle émission. Ça, j'en doute pas par contre. Parce que là, il est question du Portugal. Là, on est dans les choses sérieuses. Là, on parle d'un champion d'Europe. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et sans manquer de respect aux autres nations, c'est la deuxième nation dans ces previews, après la France bien sûr, où on a le plus de socios assidus. Exactement. Donc on sait que là, on parle à des connaisseurs. On connaît nos fidèles habitués qui seront là pour la preview sur Portugal. Alors, comme les autres émissions, bien sûr, on va parler du contexte, de la forme du moment. On va revenir aussi sur les joueurs et les éléments attendus pendant la compétition. On parlera aussi, on essaiera de dresser une petite équipe probable, hein, même si on l'a vu lors des précédentes émissions, c'est compliqué avant la compétition de se mouiller. Voilà, on va essayer de balayer en tout cas toutes les forces en présence de cette équipe portugaise avant la compétition. Avant de démarrer, bien sûr, je remercie nos partenaires, unbonmaillot.com, bien sûr, qui nous accompagne, qui est notre nouveau partenaire depuis quelques semaines maintenant. D'ailleurs, vous pouvez aller sur leur site si vous voulez faire des petites... Il y a des mystery box qui sont pour l'Euro. Donc allez-y, vous avez toujours moins 10% d'ailleurs avec le code CD5. Et puis bien sûr, on remercie notre partenaire historique Winamax, avec qui on est depuis quasiment le début. Et en fin d'émission, on se mouillera aussi sur le jeu des pronos. Vous verrez dans l'instant au tableau, bien sûr. Ce qui est quand même embêtant, c'est que j'ai toujours pas mon maillot, moi. Ah. Ouais, j'ai toujours pas eu mon maillot. Ouais, parce que tu n'as pas encore trouvé le bon maillot. J'ai pas encore trouvé le bon maillot. C'est pas ça. Il va sur le site du coup. J'aurais pu faire de la vente, comme quoi. C'est peut-être une reconversion. On va démarrer sans plus tarder, comme d'habitude. On va essayer de pas perdre trop de temps, bien sûr, pour pouvoir aller à l'essentiel. Le Portugal, donc, qui aborde cet Euro avec la peau d'un quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde, avec aussi quelque part un trophée. Hein. Il y a deux compétitions en 2016 en France qui a marqué les esprits. Une équipe qui est, encore une fois, assez monstrueuse. Et la Nations League. Bien sûr, et la Ligue des Nations, la toute première d'ailleurs. À Porto. C'est important, ouais. Pas pour tout le monde, mais c'est important. Jamais les premiers, comme on dirait dans une certaine ville. Non, mais psychologiquement, pour le Portugal, c'est important. Ouais. Oui, et puis c'est aussi quelque part cette génération, une partie de cette génération qui l'a remporté. D'ailleurs, Gary, pour démarrer, c'est vrai que quand nous, on regarde à quelques heures de l'Euro cette équipe portugaise, on se dit... C'est une équipe qui a l'air assez monstrueuse quand même, avec sur le papier un effectif monstre là aussi. C'est parfois une équipe qui peut nous décevoir quand on l'attend, à l'image du Qatar, mais on se dit quand même que sur les forces en présence, on part sur une équipe qui peut, comme on le disait, être la bonne surprise de cet Euro. Écoute, moi, clairement, en tant qu'effectif, je pense que c'est la meilleure équipe. Clairement. En nombre, en qualité, tous les postes sont doublés. Tu as des possibilités de changer de système avec. Tu perds pas de qualité en termes de joueurs et en termes de nombre. Donc, sincèrement, c'est une équipe sur le papier qui est juste énorme. Moi, je pense que c'est la plus belle, comme ça, en termes de nom et de papier, la plus belle de l'histoire du Portugal. Après, il faut voir les dynamiques qui arrivent. Il faut voir l'impact qu'aura Cristiano Ronaldo dans cette équipe. Tu as dit qu'elle a déçu pendant la Coupe du Monde. On l'a vu que c'était un peu spécial, cette Coupe du Monde pour le Portugal, parce que Fernando Santos, il a eu du mal à gérer cette histoire avec Cristiano Ronaldo. Ça a un peu cristallisé les soucis. Et puis, il a fait des choix trop tranchants après pour le mettre directement sur le banc, où ça a encore plus enflammé les choses. Donc, cette année, c'est différent. Roberto Martinez, c'est pas Fernando Santos, Dieu merci.
tactiquement, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond. Il y a beaucoup plus de choix et la dynamique, elle est complètement folle quand on a vu les qualifs. Ouais, alors justement, les qualifs, on peut voir les résultats. Hein, c'est imperfect, hein, tout simplement, du Portugal. Alors, il faut dire, Elton, que Roberto Martinez, c'est monsieur qualif, hein, avec la Belgique aussi. Ouais. Il a même amené les Belges à la première place du classement FIFA, notamment avec des séries de victoires impressionnantes. Et on le voit, hein, avec un meilleur buteur, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Même si, on va y revenir, hein, il a été titulaire à chaque fois qu'il a été là, mais il y a toujours un petit débat qui est né depuis la Coupe du Monde sur son utilisation. Mais ça, on en reparlera plus tard. Ce qui nous intéresse, c'est ça, 10 victoires. Alors oui, dans un groupe un peu plus faible, bien sûr, avec la Slovaquie et le Luxembourg. Mais 36... Après, c'est la réalité des éliminatoires en Europe. Hein. Tout à fait. Et 36 buts marqués. On a vu quand même, encore une fois, voilà, Elton, une équipe qui, pour le coup, a déroulé en qualif et qui arrive logiquement à l'Euro avec un statut de favori, même si c'est pas forcément l'équipe qu'on met au devant de la scène. Oui, c'est sûr que la France, scène, l'Angleterre auront davantage les suffrages, l'Allemagne aussi par son caractère d'équipe qui reçoit l'Euro, mais du côté du Portugal, c'est pas à négliger parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est Gary a bien fait d'insister notamment sur la victoire en Ligue des Nations, c'est que là, on se retrouve confronté à une génération qui sait gagner. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, aussi bien avec la sélection, mais aussi avec les clubs. C'est que là, quand tu vas voir le 11 de départ, ou tout du moins le 11 probable, je vais être confronté à des gars qui ont gagné des Ligues des Champions, qui ont gagné des Ligues Europa. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on a souvent fait le procès au Portugal, notamment aux joueurs portugais, d'être des joueurs qui étaient bien placés dans les tournois, mais qui n'arrivaient pas à concrétiser ça. Et là, tu te retrouves confronté à une génération qui est en capacité de gagner. Alors, je ne dis pas régulièrement, mais qui est en capacité de gagner. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Le fait d'avoir gagné l'Euro 2016, le fait d'avoir gagné la Ligue des Nations, tout ça te fait dire qu'à la différence de l'Angleterre, qui court après ce sacre depuis 66 et qui, année après année, on leur rappelle ça du côté du Portugal, il y a un cadre qui est un peu plus assaini. Oui. Parce qu'ils ont déjà gagné. Je comprends pourquoi tu les mets devant le Portugal. Mais moi, dans l'absolu. Mais la France, l'Angleterre. Mais moi, dans l'absolu, je ne les mets pas, justement. Okay. Moi, je ne les mets pas parce qu'en fait, il est communément admis, notamment dans l'opinion publique, que l'Angleterre est devant le Portugal. Voilà, mais je vois pas pourquoi. Moi, je demande à voir. Après, je peux pas tout dire pour d'autres émissions sur l'Angleterre, mais pour se recentrer du côté du Portugal, moi, c'est un groupe qui est mature et qui est compétitif. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ajoutez à ça que tu as le bourreau qui est potentiellement le héros de la prochaine compétition. Oui. Martinez, qui était là lors de ce 8e de finale à Séville, mais du côté Belgique, il arrive en ayant le vécu sélection et il se retrouve confronté à une situation, alors peut-être pas aussi similaire qu'avec la Belgique, mais une situation qui s'en rapproche, à savoir qu'il est confronté à des joueurs qui sont dans leur maturité footballistique. Et ça, pour moi, ça m'intéresse. On rappelle quand même que le choix Martinez, c'est quand même assez intéressant, Gary, c'est que quelque part, c'est un choix vraiment sportif. Parce qu'on aurait pu, dans une sélection nationale, comme toujours, avoir aussi un choix qui va au-delà du cadre du sport, parce qu'il faut aussi prendre quelqu'un qui incarne quelque chose, qui va parler aux joueurs. Prendre un Roberto Martinez dans une nation qui ne manque pas d'entraîneur. Non, mais il y a des explications. Voilà, mais qui les seules fois qu'elle a pris un entraîneur étranger, c'était un Brésilien, si je dis pas de bêtises. Ça s'est très bien passé. Ça s'était plutôt pas mal passé, même si on avait été là pour calmer rapidement les ambitions. Mais plus sérieusement, c'était assez surprenant de se dire, voilà, Martinez, un Catalan, ancien entraîneur de la Belgique, qui va prendre en main cette équipe, avec aussi, en plus, on le sait, un style de jeu assez particulier. Donc c'est aussi une mini-révolution d'avoir eu ce choix-là. Carrément, en termes de choix, il faut rappeler le contexte. On sort d'une Coupe du Monde où le Portugal a été décevant dans le jeu, où il y a eu le problème Cristiano Ronaldo, il n'a pas su gérer Fernando Santos. Fernando Santos, c'était un coach à l'ancienne, hein, clairement. Et en plus, il y avait le choix au Portugal, il faut tout ramener au clubisme. C'est ça, oui. C'est un point qui est très important. Dans le contexte, toujours. C'est-à-dire que quand on prend quelqu'un, à quelle image il est rattaché ? Porto, Benfica ou Sporting ? Fernando Santos, il avait été un peu partout. Donc déjà, on annulait ces débats-là. Mais en prenant quelqu'un de l'extérieur, tout de suite, on n'avait pas ça. On enlevait ce problème-là. Ah oui, il a fait ces choix-là parce qu'il est plus Porto, parce qu'il est plus Sporting, parce qu'il est plus Benfica. Et là aussi, il y avait le contexte du jeu. Et avec Roberto Martinez, même s'il n'a pas gagné avec la Belgique, il a montré malgré tout un jeu intéressant. Et on se disait justement on avait besoin de passer ce cap tactique, de passer ce cap de modernité au Portugal. Et ce qu'il a fait super bien. Toi, tu en as parlé aussi du fait que ces mecs-là, ils ont gagné.
Et lui, il l'a dit récemment en conférence de presse et en interview, que c'était important d'avoir des joueurs qui ont déjà gagné en club pour aller gagner en sélection. Ça a amené un surplus et un petit pourcentage en plus dans les chances de l'emporter au final. Alors le Portugal, pour le coup, qui a connu des qualifications saines, mais un début d'année 2024 qui est quand même un peu plus... mitigé. Il y a eu en mars une défaite contre la Slovénie notamment, si je dis pas de bêtises, la première de Roberto Martinez. Avant de rentrer dans les, on va dire, dans les joueurs, les surprises potentielles de l'Euro, etc. Toi, ce collectif, comment tu le sens? Il reste encore un match, bien sûr, contre l'Irlande. Comment tu le sens, ce collectif? Dans le jeu, en termes de groupe, en termes surtout dans le jeu et aussi, bien sûr, en termes de groupe, parce qu'on a vu à la dernière Coupe du Monde que c'était en partie lié. En fait, Martinez, il a fait beaucoup de tests au début. Il a joué à 5 derrière, il a joué à 3, il a joué à 4. Il y a eu beaucoup de tests. Il a essayé de mettre Bernardo Silva et Bruno Fernandes dans l'axe, tous les deux, ce qui est un peu le fantasme portugais et qui finalement, il l'a abandonné au fur et à mesure en laissant plutôt Bruno Fernandes extrêmement libre dans l'axe et Bernardo un peu plus à droite, mais au final, il est un petit peu partout et il est libre aussi. Donc il y a eu beaucoup de tests et moi, je trouve que ça s'affine et c'est intéressant. Ça va se terminer sur un 4-3-3 avec une pointe basse, João Palhinha, qui pour moi est la clé de cette sélection. Palhinha, qui a encore grandi dans cette équipe. C'est ça. Pour moi, c'est parce qu'il n'a pas eu la confiance qu'il méritait depuis déjà l'Euro d'avant par Fernando Santos. On l'a vu, je crois que c'était contre la France où il était titulaire, il avait fait un match de fou. Je m'en rappelle du match. Une roulette sur Pogba et tout, si je me rappelle bien. Entre autres. Faut pas lui dire ça. Entre autres. Commence pas à garer. Je crois que c'était taxe, récupération, roulette sur Pogba, bref. Ouais. Après, ça, c'est un détail. Mais il a passé pour Benzema quand même. Mais donc, ce joueur-là, je trouve qu'il est très important au Portugal pour justement permettre aux autres de pouvoir créer un peu plus et de se relancer, même si il a loin d'avoir des problèmes ballon au pied. Et non, donc pour revenir sur ce groupe-là, c'est un groupe qui est super intéressant selon moi, très, très homogène, très équilibré, que ce soit en termes d'âge, que ce soit en termes d'expérience, parce qu'on a des mecs comme Pep, comme Cristiano Ronaldo, qui amènent ce sérieux, cette expérience, ce savoir gagner. Et derrière, on a des petits jeunes qui tapent à la porte, comme João Neves, comme Antonio Silva, Gonçalo Inácio et tout ça. Et c'est des mecs qui apportent aussi un élan de fraîcheur qui fait du bien. Même Francisco Conceição, le fils de Sergio, qui est là et qui, on a vu au dernier match, qui était très intéressant. C'est un point qui est très important à évoquer, c'est l'apport de la formation, parce qu'on a vu que depuis le début des années 2010, il y avait un travail très très sérieux au niveau de la formation et qui se retranscrit une dizaine d'années plus tard et qui te donne un large éventail de sélectionner des joueurs, que ce soit du côté de Benfica, que ce soit du côté de Porto, que ce soit du côté du Sporting, et je pourrais même ajouter Braga. Donc tout ça participe au fait que la sélection s'est rajeunie, mais n'a pas perdu en qualité ni en compétitivité. C'est tout le contraire, parce que quand tu vois des jeunes joueurs qui tapent déjà à la porte des gros clubs européens, c'est quand même gage de sérieux. Ils n'ont pas nécessairement besoin de partir dans les gros clubs. Ils sont déjà des joueurs qui sont référencés. Antonio Silva, on l'a vu du côté de Benfica la saison dernière. João Neves, on l'a davantage vu cette saison, mais davantage en Europa League. Ignacio, qui est présenté comme l'un des joueurs qui pourrait partir cet été. On l'a vu du côté du Sporting, champion du Portugal. Donc tout ça, c'est quand même des bonnes nouvelles pour le Portugal, dans cette idée de garder, de ramener notamment de la compétitivité. On a quand même eu des polémiques. Oui. On a quand même eu des polémiques sur les sélections, que les joueurs du Sporting n'ont pas été sélectionnés parce qu'il y avait Pedro Gonçalves. Voilà, il y a Pedro Gonçalves surtout qui n'a pas été sélectionné. Trincao aussi qui a étonné parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont reproché d'avoir sélectionné Pedro Neto alors qu'il a joué que 12 minutes, je crois, en 2 mois et demi contre Liverpool avec les Wolves, et qu'il a pris la place, entre guillemets, de Trincao, ce qui est un peu injuste parce que c'était juste un profil différent que voulait Roberto Martinez, et on n'a pas compris aussi la sélection de Francisco Conceição, le fils de Sergio, mais on a vu au dernier match... On voit la liste, bien sûr. On a vu au dernier match qu'il peut apporter vraiment, c'est un peu ce... Sans comparaison exagérée, en termes de profil et en termes de fraîcheur, il me rappelle un peu ce Ribéry en 2006, vous voyez, qui arrive dans un groupe expérimenté et qui apporte une fraîcheur et cette folie qu'il peut apporter sur le côté droit qui nous manquait follement, parce que nous, on avait le créateur Bernardo sur le côté droit et on avait des fois Leao à gauche qui pouvait créer cette étincelle et foutre le feu à la défense. Au Portugal, on appelle ça un espalha brasa, ça veut dire qu'il étale les braises. Et donc, Francisco Conceição, Chico Conceição, comme on l'appelle,
sur le côté droit, c'était un profil qui manquait cruellement au Portugal et maintenant. Ça, c'est vrai, c'est ce qu'on avait vu sur les autres tournois où t'étais davantage sur le côté gauche qui était beaucoup plus déterminant que le côté droit, où Bernardo Silva occupait ce rôle. Mais on sait très bien que Bernardo Silva réunit d'autres qualités que celui d'un ailier droit qui va percuter, qui va créer de l'incertitude. Donc c'est vrai que c'est très important. Alors, peut-être sur le moyen terme, d'avoir un espèce d'équilibre, aussi bien sur le côté gauche, où évidemment il y a un afflux de talent, ça on va pas le présenter, mais aussi sur le côté droit, où tu as des joueurs qui commencent à émerger. Alors un afflux de talent, j'aimerais qu'on voit la liste pour aborder les qualités et les défauts de cette équipe pour la compétition. Et alors la liste, vous voyez, les joueurs qui sont en couleur, c'est les joueurs qui n'étaient pas au Qatar. Pour le J'attends coup. les défauts, les gars. Alors justement, moi, la première chose en faisant ces qualités versus défauts, première qualité que j'ai envie de mettre en avant, Gary, c'est de dire qu'effectivement, il y aura une profondeur de banc qui est monstrueuse côté Portugal. On verra le 11 probable dans quelques instants, mais déjà, on se dit qu'en termes de profil, Roberto Martinez, qui avait pu avoir ce défaut d'ailleurs avec la Belgique, parfois de manquer un peu de profondeur de banc et de devoir réinventer. Il y avait un peu moins de possibilités, on dirait, et avec devoir la Belgique, réinventer un peu certains joueurs. On se souvient notamment pendant la Coupe du Monde 2018. Là, pour le coup, en termes de profil, il va avoir l'occasion d'avoir plan A, plan B, plan C. Ah, ça c'est sûr. Et il les a déjà essayés, ces plans A, plan B, plan C sur la phase de qualif, contre des adversaires bien sûr moins relevés qu'il va avoir. Et c'est justement le match contre la Croatie qu'on n'a pas encore vu. Qui sera alors à l'heure où on tourne, qui sera ce soir. Donc, c'est ça, pour moi. Qui était une semaine pour ceux qui le regardent. Voilà. Mais malheureusement, vous allez avoir plus de clés sur ça, parce que pour moi, c'est le match, c'est l'adversaire le plus relevé qu'a le Portugal, que peut affronter le Portugal avant l'Euro. Avant ça, ça n'a pas été vraiment le cas. Mais après, et en tout cas, ils ont fait le boulot, ils ont fait ce qu'ils avaient avec les adversaires qu'ils avaient. Et en termes de choix et de groupe, c'est vrai que, je veux dire, que ce soit sur les... Il n'y a aucun poste où t'es pas doublé. Aucun. Même triplé parfois. Je veux dire, quand sur les latéraux, tu as Diogo Dalot, tu sais pas si tu vas avoir Dalot ou Cancelo titulaire selon le... Dalot qui avait fini titulaire au Qatar. Ouais. C'est ça. Diogo Dalot qui est un joueur extrêmement intéressant pour moi. À gauche... Mendes. Mais je sais pas. Ouais. Je sais pas parce que João Cancelo, on n'a pas eu encore Roberto Martinez avec un Nuno Mendes complètement à fond qui peut vraiment montrer ses qualités. Cancelo, il y a qu'un seul latéral gauche pur, c'est Nuno Mendes dans cette sélection. Donc j'imagine que dans son esprit, Cancelo fait partie de ces latéraux gauche qu'il peut utiliser. Donc il y a beaucoup de possibilités. Pareil. Que ce soit même, on va me dire, Cristiano Ronaldo dans l'axe en pointe, mais derrière, tu as du Ramos, t'as du Jota, Diogo Jota. Après, à gauche, on ne sait pas, Rafael Leao, João Félix, Bernardo Silva, bon, vous les connaissez. Oui. Et c'est vrai qu'il y a, même au milieu de terrain, moi, avant, dans les compétitions précédentes, peut-être qu'en numéro 8, aux côtés de Bruno Fernandes, il y avait peut-être William Carvalho qui était un peu moins bon, Ruben Neves qui était titulaire et qui... Moi, parfois, j'aimais moins. Ou en 6 aussi, on avait eu des soucis en 6 devant la défense. Notamment Danilo qui était encore là. Voilà, Danilo, c'est un petit peu juste pour ce type de compétition, selon moi. Et quand là, on a João Pelling, on a eu l'explosion de Vitinha avec le PSG cette saison. On a Bruno Fernandes. Bon, vous connaissez le milieu que je préférais, du coup. Et après, pour moi, avec ces joueurs-là, franchement, j'ai du mal à avoir un point parce faible. que est-ce que la plus grosse qualité, et notamment c'est ce qui est ressorti des éliminatoires, enfin en tout cas de ce qu'on a vu en préparant cette émission, c'est ce tandem Bernardo-Bruno qui a été sollicité encore plus sous Roberto Martinez et qui aujourd'hui semble vraiment être la pierre angulaire de ce qu'il va proposer collectivement. Moi, j'ai un petit, j'ai un avis qui est pas trop partagé par tous sur les Bernardo, sur les Bruno Fernandes, sur les João Cancelo, tout ça. C'est des joueurs qui ont des qualités énormes, qui l'ont démontré en club, mais pas en sélection. Exactement, parce qu'en fait, c'est le procès qu'on faisait à Bruno Fernandes. Il était bon à Manchester, mais il n'était pas bon en sélection. Et là, c'est l'inverse. C'est devenu l'inverse, bien sûr. Exactement. Et le problème, c'est que ces mecs-là, en compétition, ils n'ont pas montré le caractère nécessaire pour aller au bout dans une compétition. Quand il y a eu des soucis, moi, j'ai vu Bernardo, j'ai vu Bruno Fernandes, Cancelo baisser la tête. Et c'est des joueurs qui n'ont pas montré un caractère énorme. Très critiqué après le Maroc. Voilà, exactement. Quand ils ont eu des phases un peu plus basses, c'est pas des joueurs qui ont remonté l'équipe vers le haut. Et pour moi, Diogo Dalot a plus de caractère, selon moi. C'est sur ça que ça va se jouer. Pour moi, si tu vas parler des défauts après, c'est plus sur le côté caractère et réaction face à de grosses équipes, quoi. Non, mais Elton, je ne sais pas si tu veux réagir aux qualités, parce que moi, je voulais te poser une question. C'est
Un Ronaldo aujourd'hui, c'est une qualité ou un défaut ? Ah bah voilà, c'est parce C'est qu'on ma question. on va attaquer la partie la plus épineuse de cette émission, c'est le cas Cristiano Ronaldo. Est-ce que l'un des 2 meilleurs ou 3 meilleurs joueurs de l'histoire, c'est un défaut aujourd'hui dans une équipe ? Non, mais parce qu'on a bien vu que sur le Qatar, cette question avait polarisé, avait même pollué l'environnement de la sélection, avec en point d'orgue ce qui s'était passé contre le Maroc. Et donc, il y avait eu de facto un déclassement. Est-ce qu'aujourd'hui, notamment sur la compétition, sur une réalité de la compétition où il y a des joueurs qui peuvent se mettre en avant, est-ce que ça peut être au détriment de Cristiano Ronaldo ? Et est-ce que Roberto Martinez, qui a eu ce cas, alors peut-être pas similaire, mais un cas qui se rapproche un peu avec le cas Eden Hazard lors de la Coupe du Monde, et il l'avait utilisé coûte que coûte, alors que ça avait été critiqué, est-ce qu'il sera en mesure de prendre cette décision fatidique si Cristiano Ronaldo n'est pas bon? Tu me coupes, Gary, si je me trompe, mais pour l'instant, quand Ronaldo s'est mis à la disposition de la sélection depuis le Qatar, il a joué. Ouais. Et il a marqué des... Selon moi, Roberto Martinez, d'ailleurs, c'était un des points où il était beaucoup critiqué, tu as raison, c'est sur le fait d'amener son groupe jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. On se rappelle de Witzel qui était parti en Chine et qui avait une place de titulaire indiscutable, etc. Carrasco. Oui, voilà, exactement, Carrasco et d'autres. Et non, bien sûr, ça, c'est pas étonnant. Cristiano Ronaldo sera titulaire. Il va pas y avoir du tout de Fernando Santos parce que c'est pas du tout le style de Roberto Martinez. Et à chaque fois qu'il a été là, il a joué. Et à chaque fois qu'on lui pose la question, il parle du nombre de buts qu'il a marqué en Arabie Saoudite, que c'est un joueur qu'on ne peut pas, qu'on est obligé d'utiliser, etc. Et par rapport à ce qu'il représente pour le Portugal, même sa sélection n'a pas été une seconde mis en doute. Je veux dire, on a parlé de certains joueurs d'Arabie Saoudite, mais à chaque fois on mettait à part Cristiano, et même on mettait Pépé, pas dans le même sac, mais pas loin. Pep, s'il est là, s'il est apte, aussi on le mettait dans le même sac de sélectionnable, indiscutable dans la sélection. Après, parce que lui, il a encore fait un match, une double confrontation contre Arsenal, qui est quand même de grande qualité. On rappelle que Pepe et Ronaldo, on va dire, c'était les 2 pionniers du SAC 2016, hein, donc qui étaient déjà les 2 vétérans quasiment du groupe avec Rui Patricio. Et selon moi, ils apportent une âme à cette sélection qui est indispensable si on veut aller un peu loin. Justement, quand on parlait de Bernardo Silva, de Bruno Fernandes, et ça manque un petit peu de cette. Peut-être qu'ils vont le montrer dans cette compétition, mais en tout cas, jusqu'à présent, ça a manqué de cette personnalité. De cette hargne qu'ont pu montrer Cristiano Ronaldo et Pep. Et non, je vais arrêter tout de suite. Enfin, selon moi, Cristiano Ronaldo va démarrer tous les matchs, sauf si au 3e, le Portugal est déjà qualifié. Peut-être par contre qu'il va le sortir. Ça, par contre, je vois bien. Mais est-ce qu'on peut avoir une sélection qui peut s'émanciper de la figure de Cristiano Ronaldo ? Selon moi, dans le jeu, elle s'émancipe déjà. Parce que Cristiano Ronaldo, il fait plus ce qu'il faisait avant, où il décrochait jusqu'au milieu de terrain, à hauteur de Bruno Fernandes, pour dire passe-moi le ballon, là c'est bon, j'en ai marre, j'ai pas touché assez de ballon. Et là maintenant, il le fait plus. Et même, il y a eu des. Mais est-ce que ça peut pas être un défaut à un moment, parce qu'on se rappelle Lukaku avec la Belgique avait quand même un rôle très très important, notamment dans le jeu. Mais je pense pas qu'avec les joueurs qu'on a au milieu de terrain et les joueurs qu'on a sur les côtés qui peuvent décrocher selon qui joue avec João Félix, Bernardo Silva, frère Rafael Leao, ou même avec nos latéraux qui montent et qui peuvent apporter du jeu aussi. Je ne pense pas qu'il ait besoin de décrocher dans cette équipe. Au contraire, on a besoin de lui dans la boîte. On a besoin de lui. On a besoin qu'il crée des espaces. On a besoin qu'il joue encore de son jeu de tête parce que c'est l'un de ses principales qualités aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment là qu'on doit l'utiliser. Et ce qui a été intéressant, c'est que Roberto Martinez en a parlé dans une interview où il dit justement, où il explique l'importance d'un joueur comme Cristiano et Pep dans le vestiaire, dans le fait que des mecs comme João Neves, c'est leur rêve de jouer avec ces joueurs-là. Mais il explique aussi dans le fait qu'en fin de match, Cristiano Ronaldo, il peut toujours débloquer la situation d'une tête, d'un coup franc, d'un coup franc où il le reçoit de la tête, non pas frappé, mais sur un corner. On a quelques images pas si lointaines de coups francs mémorables en sélection aussi. Ça commence à faire un petit moment. Ça fait 6 ans. Même si je l'adore. Mais c'est vrai que 6 ans, c'est long. C'était la première compétition du club S5. En fait, Gary décrit un point qui est très important parce que très souvent, le grand public va s'attacher à la forme du moment liée à ce qui s'est passé principalement en club, et ça, je peux l'entendre. Il faut aussi considérer la dimension joueur de tournoi. Joueur de tournoi, c'est très important. Il ne faut pas oublier que les sélections qui vont aller au bout, enfin, auront, ou même au minimum dernier carré, auront 40 à 50 jours de vie commune. 40 à 50 jours de vie commune, c'est quelque chose d'énorme. Et ça, il faut être en capacité justement de se dire que tu vas devoir te convertir en joueur de tournoi, que notamment sur des moments clés d'une phase éliminatoire, tu vas devoir faire la différence, et ce n'est pas à la portée de tous les joueurs. Donc, la forme du moment, c'est très bien, mais la dimension joueur de tournoi, c'est encore mieux. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent prétendre à ce titre pour l'instant. Et pour essayer de trouver un défaut quand même à cette équipe, Gary,
Est-ce que justement cette toujours omniprésence de Ronaldo, on va dire dans le 11 et dans la sélection, ça ne brime pas parfois certains joueurs comme Léo, comme Ramos, et t'arrives pas à en tirer le maximum de ce que tu pourrais en tirer Ça l'a sur fait. les éléments offensifs, bien sûr. Ça l'a fait par le Joao passé. Félix. Ça l'a fait par le passé. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce que c'est en, toujours lui. Hein. en tout cas, dans la phase. 36 buts marqués, un tiers des buts sont marqués par Ronaldo encore. Non, mais ça, c'est sûr. Après, on n'a pas toutes les réponses parce que Roberto Martinez, on le connaît dans une phase de qualif. C'est ça. Simplement. Donc, dans cette phase de qualif-là, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Il y a beaucoup de joueurs qui ont pris du protagonisme et qui ont augmenté leur leadership, comme Bernardo et Bruno Fernandes, qui avaient tendance à un petit peu s'effacer pour Cristiano. Et maintenant, c'est moins le cas. Et non, après, peut-être que tu vas arriver en compétition internationale à l'Euro et que ce besoin d'être au devant de l'assiette de Cristiano va se souligner et va revenir, etc. Et que ça va en brider certains. Mais en tout cas, en phase de qualif, ça ne s'est pas démontré. Au contraire, on a senti une évolution dans ce sens-là. Après, moi, le principal défaut que je pourrais voir à cette équipe, c'est le caractère. C'est quand tu vas te faire rentrer dedans face à de grosses équipes, face à une équipe comme la France. Pour moi, la France, c'est un petit peu la kryptonite du Portugal. Oui. C'est-à-dire quand tu joues contre une équipe comme ça, qui va te rentrer dedans, qui va pas chercher à faire 50 places au milieu de terrain et qui va simplement jouer dans un football rapide en transition et qui peut te faire très très mal, comment tu vas réagir? C'est ça qui m'intéresse. Et pour moi, Jean Pauligne, c'est la clé de ça en 6. Hyper intéressant ce que tu dis, parce que justement, je voulais qu'on voit la composition probable qu'on a imaginée, et on verra le 18 juin si on aura raison contre la Turquie. C'est une compo probable qu'on a envisagée, avec bien sûr le tandem Bernardo, Bruno, parce qu'on sait que ça va être la clé de voûte de cette équipe. Et puis, tu l'as dit, ce milieu... alors, désolé, je peux tenter l'accent, mais j'ai peur d'être caricatural. Dis-moi. Pauligne, Vatigna. Pauligne, c'est bien. C'est pas mal, ça va, je suis content. Donc, t'imagines qu'il y a I, 2L-I, tu vois. Ok, Pauligne. Voilà. Ok, bon, ça va, je peux repartir au Portugal pour les vacances. Et donc, ce milieu-là, toi, ça peut être la surprise, Palhinha, de Storo côté Portugal. J'ai demandé le joueur le plus attendu, mais démarrons par la surprise, parce que j'ai l'impression que pour toi, ça peut être, comme tu as dit, la clé de voûte de cette équipe. Alors, la clé de voûte, oui. Le joueur qui, pour moi, dans le système, va être le plus important. Mais quand tu as une surprise, tu attends un truc un peu plus clinquant. Tu vois, comme je t'ai dit, un Ribéry en 2006, un mec qui rentre. Moi, je verrais plus un João Neves. Ouais. Qui est, je pense qu'on se rend pas compte de ses qualités en Europe, même si les plus gros clubs, enfin les gens qui travaillent dans le foot, sont déjà se rendent compte. Mais je veux dire en termes de médias et de grand public, c'est un joueur qui pour son âge a une maturité, une intelligence de jeu folle. Et après je vois mal sauter Vitinha donc moi c'est une surprise que j'aimerais voir parce que je l'adore. Mais comment justement tu évalues sa saison au Benfica où ça a été quand même difficile d'un point de vue institutionnel et avec Roger Schmidt? En fait, imagine dans un club comme Benfica qui est un club très important au Portugal, sûr. Tu es quasiment le meilleur joueur. Au Portugal mondial. Ouais, tu es quasiment le meilleur joueur à ton jeune âge. Tu es quasiment le joueur qui surnage dans ce milieu où tu es un petit peu abandonné et tu es celui qui porte le milieu de terrain à son âge. Donc, et tu vois tout de suite ses qualités dans la récupération, dans la vision de jeu, dans la relance, etc. Tu vois tout de suite. J'ai jamais vu un joueur aussi mature à son jeune âge. Parce que Zahir Emery, on va plus louer ses qualités physiques et ses qualités de casser les lignes et d'aller vers l'avant, etc. Mais lui, c'est en termes de vision de jeu et d'intelligence de l'organisation, jeu où il est vraiment en avance. Et même si, pareil, il a un coffre énorme et il récupère beaucoup de ballons. Mais je pense qu'il est un peu moins costaud que Warren. Bon. Donc Vene Neves pour toi la petite surprise. Ouais. Elton, t'en as eu? Ce serait une grosse surprise. Qu'on a vu récemment parce que encore une fois on enregistre l'émission contre la Finlande. Voilà. Ouais, contre la Finlande. Ouais. Oui, et t'en as une petite surprise toi sur ce? Une petite surprise. Après tu peux ne pas en avoir. Hein, j'aurais été tenté de te dire ça parce qu'effectivement il incarne la nouveauté, mais non, je vais rester là-dessus. Alors maintenant le joueur le plus attendu. Il y a une petite question, c'est après tout ce qu'on vient. Je pense qu'on va être d'accord. Après tout ce qu'on vient de dire, est-ce que le joueur le plus attendu c'est toujours Ronaldo ou est-ce que là à ce niveau-là il y a une sorte de justement transition qui s'est effectuée? Aujourd'hui on va peut-être plus attendre un Bernardo Silva par exemple ou un Bruno Fernandes? Pour moi j'hésite entre ces deux-là. Mais pour moi le joueur le plus attendu c'est Bernardo. On n'est pas d'accord. Ouais, c'est Bruno Fernandes. Moi, c'est Bruno Fernandes. Ouais. Ok. Mais enfin, vous n'êtes pas d'accord. Mais pour moi, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que Ronaldo n'est. Au bout d'un moment, je veux qu'il me sorte une grosse compète. Voilà. Les deux.
Ça marche pour les deux. Je veux qu'il soit plus caché derrière le. c'est plus des lieutenants, quoi. Je veux qu'il porte cette équipe. Ces deux-là, je veux qu'ils montrent qu'ils sont les joueurs qu'on dit qu'ils sont avec la sélection. Elton, pareil. Moi, c'est Bruno Fernandes, parce que Bruno Fernandes, on l'a vu. Est-ce que t'as pas plus d'attentes quand même sur un Bernardo qui sort de 2 saisons, il a gagné la C1? Bruno Fernandes, parce que je pense qu'il. C'est un sacré challenge quand même pour lui, parce qu'on l'a dit, il marche bien en sélection, mais on parle d'un joueur qui a pas la tête dans le seau, mais pas loin en club depuis. Moi, je vais parler sous le contrôle de Gary, mais on peut être possiblement derrière. On est possiblement devant le successeur de Cristiano Ronaldo dans le Capitana. Oui. Donc par rapport à ça, moi j'attends que Bruno Fernandes soit en capacité d'être un leader très important et qui se fasse violence dans les matchs qui comptent. Et là, pour le coup, il est dans une forme. Quand même dire que sur les éliminatoires, c'est quoi? C'est 6 buts, 7 passes décisives. C'est quand même un total qui est quand même intéressant, plus qu'intéressant pour un milieu de terrain, en théorie. Donc moi, par rapport à ça, entre ce qu'il a pu faire du côté de Manchester United, bon, même si ça a été moins le cas cette saison, je veux qu'il transpose ça sur la réalité d'un tournoi international. Et là, il se trouve qu'il est dans un environnement qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus compétitif qu'auparavant. Là, il a sa place qui est véritablement établie. Donc c'est pour ça que j'attends une capacité du côté de Bruno Fernandes à être un joueur déterminant. Bruno Fernandes n'a pas vocation à être un joueur de plus dans cette section. Bruno Fernandes doit être une locomotive, un moteur. Et donc c'est par rapport à ça, du jeu. Voilà. Et donc par rapport à ça, moi je pense que c'est le joueur que j'attends le plus parce que Cristiano Ronaldo. C'est le meilleur buteur derrière Cristiano d'ailleurs sur les éliminatoires. Cristiano Ronaldo, je connais Cristiano Ronaldo ne joue pas entre guillemets sa légitimité sur l'Euro 2024. Franchement. Il a plus rien à prouver. Par contre Bruno Fernandes. Parce qu'on les voit venir les débats. En vrai, Ronaldo peut rater son Euro, ça changera rien. Non mais par contre Bruno Fernandes sur la narration que tu auras par rapport à son vécu en sélection portugaise, là on est sur un tournant. C'est assez intéressant. C'est sympa que tu dises Bruno Fernandes parce que justement, il a pris sous son aile João Neves. Donc pour le clin d'œil, on les voit vraiment, il lui parle beaucoup. Et même pourquoi pas ? Il y a eu un documentaire qui est sorti sur cette phase de qualif parce qu'ils ont fait 10 victoires sur 10. Ouais. Et donc il y a tout un documentaire et il était en interview avec lui et ça se voit qu'il l'a pris sous son aile, qu'il lui explique un peu et dans les matchs pourtant, quand ils sont ensemble. Pas du même terreau. Ça après c'est beaucoup pour les supporters dans les. Mais d'ailleurs, en préparant cette émission, il y a quelque chose qui m'a amusé, c'est vous savez c'est quoi le club le plus représenté dans la sélection portugaise ? C'est Porto, je crois. Non, c'est le Paris Saint-Germain. Ah ouais ? Bah oui, avec 4 joueurs, avec Vitinha, Mendes, Ramos et Danilo. Bah ouais, écoute. Ouais, donc c'est le Paris Saint-Germain. C'est vrai. Après, il y a pas beaucoup. C'est vrai que les clubs portugais cette année. Oui, après il y a que 6 joueurs du trio. C'est ça. Après, tu l'as dit par rapport au clubis. On veut que ça soit l'épée. Parce que c'est vrai, il évoque quelque chose de très important et on en parlera sur un preview avec l'Espagne. Il faut se rendre compte qu'en fait. On comptabilise le nombre de joueurs qui sont dans un club et après on fait des interprétations. Oui, parce que par exemple, il y a autant de joueurs qui jouent en Arabie Saoudite dans cette liste que de joueurs qui jouent au Benfica. Il y en a plus qui jouent au Sporting, par exemple. Oui, mais après il y a quelque chose que tu n'as certainement pas comptabilisé. C'est d'où viennent ces joueurs à la base, bien sûr. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit. Par exemple, Bernardo Silva, c'est Benfica. Oui, voilà. João Félix, c'est Benfica, même s'il était à Porto. Jeune. Mais après, attention, j'imagine que parmi tous les joueurs, enfin la plupart, ça vient du centre de formation du Sporting. Oui. Non, ça se mélange. Enfin, la majorité. Vitinha, il a fait quelques semaines à Benfica, je crois, parce qu'en plus, ils se les volent entre eux. Ouais, donc, des fois, João Félix était dans ce cas-là. João Félix, il était à Porto, il est parti à Benfica. Vitinha, il a fait quelques matchs du côté de Benfica, il est parti à Porto. C'est un mélange de. Ouais. Oui, donc bon, l'appartenance finalement, comme tu dis, c'est surtout pour les supporters. C'est surtout pour les supporters et pour les médias. Ouais. Bon, on arrive quasiment à la fin de cette preview Portugal. On va se voir quand même le groupe et puis on va passer à l'instant Winamax pour essayer de se mouiller un peu sur cette équipe parce qu'on a quand même, surtout sur le Portugal, on a quand même dit beaucoup de bien. Donc à un moment donné, il va falloir peut-être que ça se matérialise par des pronos sur la compétition. Vous le voyez, le groupe du Portugal, donc avec la République tchèque, la Géorgie et la Turquie. Turquie qui est une vieille connaissance. Premier match contre les Tchèques, d'ailleurs, je vous ai dit la Turquie tout à l'heure, mais c'est les Tchèques, pardon, le 18 juin. Pour le Portugal, ce sera mardi prochain et puis après la Turquie, la Géorgie. Voilà. République tchèque, tu les as rencontrés souvent à l'Euro. République tchèque, c'est une petite histoire. La Turquie, tu les connais aussi. 2000 et 2008. L'Euro 2000, pour moi, c'est l'un des premiers matchs que je regarde du Portugal. C'est vrai ? Ouais. Il y avait eu l'Angleterre avant. Portugal-Angleterre. Et la Turquie, d'ailleurs, c'est Costinha qui marque, si je dis pas de bêtises, sur le match en 0. Et là, on aura la Géorgie aussi en dernier match. La Géorgie de Willy Sagnol, de notre ami Willy. Vara et Mikotadze. Et David Tachvili.
Ouais, on fait la promotion quand même un peu. Si on... Ouais, mais qui avait fait un très bon Euro e-sport. Oui, d'ailleurs, s'il y a des clubs qui veulent l'acheter 15-20 millions, il y a un club qui charge l'argent. Ça, je dis rien. S'il y a des recruteurs portugais devant la preview du club S5. C'est vrai que la DNCG. Ah, la DNCG, c'est le 19. Donc voilà. Le 19 juin. On est en présence de Girondins. Ouais. D'accord. Ouais, de gens pauvres. Désolé. On va passer à l'instant au tableau, bien sûr, by Winamax, avec notre partenaire historique qui nous accompagne depuis quasiment le début du Club des 5. Je vous rappelle l'instant au tableau, bien sûr. À chaque émission, on donne des petits pronos dans l'émission, forcément. Et si jamais ces pronos passent, on remporte l'équivalence au niveau de la cote. Et ça nous permet de monter dans le classement, bien sûr. Alors un classement, on le verra, qui est de plus en plus déséquilibré. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de participer, comme disait l'autre. En tout cas, je vous rappelle, bien sûr, avant toute chose, que jouer comporte des risques, qu'il faut que ça soit un plaisir, un moment d'amusement et rien d'autre. Pas de contraintes dans vos vies. Donc si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Elton, on va parler sur la compétition du Portugal. Oui. On va se mouiller un petit peu. Et Gary va être juge de paix. Il va nous dire si on dit n'importe quoi. Pas, lui. Voilà. Non, mais tu nous as dit, ça se comprend, c'est compliqué de pronostiquer son équipe nationale. Je suis superstitieux surtout. Je comprends aussi. Elton, qu'est-ce que tu vois, toi, pour cette compétition portugaise? Moi, j'ai tapé haut. Attends, par rapport à la cote. Oui, par rapport à la cote, oui, okay. bien sûr. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, moi, je suis parti sur un joueur pour le coup. D'accord, très bien. Non, mais je suis parti sur un joueur et c'est pour ça que je suis allé. C'est intéressant. Ouais, je suis allé sur la cote meilleur passeur de la compétition. Donc c'est pour ça que j'avais un intérêt quand je parlais de Bruno Fernandes. D'accord. Quand je parlais de Bruno Fernandes que j'attendais au tournant, parce que c'est le joueur qui est le plus misé. Avec Kevin De Bruyne. Et Kevin De Bruyne qui a également une cote à 10. Pourquoi j'ai dit Bruno Fernandes? Parce que cote à 10, je pense que le Portugal peut faire dernier carré et que je pense surtout que le Portugal a un éventail de joueurs en capacité de marquer. Et pour marquer, tu as besoin d'un passeur. Et donc c'est pour ça que je suis allé du côté de Bruno Fernandes, cote à 10, parce que je pense que le cut, sacré cote. Le cut pour être meilleur passeur se situera autour de 4. Oui. Et moi, je pense que Bruno Fernandes, il est capable d'atteindre ce chiffre. Et donc, par rapport à ça, c'est une cote qui est très intéressante. C'est une cote à 10. Donc, je vais sur Bruno Fernandes, meilleur passeur de la compétition, parce que j'ai regardé les autres profils. Tu as Kevin De Bruyne, mais je pense qu'il va pâtir du fait que la Belgique, offensivement, a moins de qualité qu'auparavant. J'aurais pu aller sur Pedri, mais Pedri, ça me paraît compliqué avec l'Espagne. Du côté de l'équipe de France, tu peux aller sur Griezmann, mais Griezmann, je suis pas non plus convaincu. Théo, surtout que le Portugal, quand il gagne, ils mettent des gifles. C'est ça. Et encore une fois... Ça dépend. J'ai une petite compétition en mémoire. Non, mais je te parle depuis Roberto Martinez. Et là où je me suis décidé, c'est que quand tu regardes la réalité de cette poule, même s'il faut respecter tout le monde, ça reste une poule qui est à la portée du Portugal. Effectivement. Poule, effectivement, donc avec la Turquie, République tchèque, la Géorgie. D'ailleurs, ils sont favoris à 1,40. Bien sûr. Vainqueur du groupe, c'est pas très intéressant. Vainqueur de la compétition, c'est intéressant parce qu'on en parlait tout à l'heure au tout début d'émission. Numéro 1 pour les bookmakers, c'est l'Angleterre. Numéro 2, la France. Numéro 3, l'Allemagne. Les bookmakers, ils sont anglais, non? Et numéro... c'est pas possible. Et numéro 4, le Portugal, qui est à 8 en vainqueur compétition. Moi, j'ai tapé un cran plus bas. Je prends pas trop de risques et tu viens de confirmer mon prono, donc ça me va. Moi, je les vois faire une demi, le Portugal. Voilà, je pense qu'à 2,40, au moins la demi-finale. Qui sait, on peut peut-être croiser la route de nos amis portugais. Donc je préfère pas. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que je me suis dit demi. Je préfère tomber sur les Anglais. Petit penalty. Oui, c'est vrai qu'en plus les Anglais, je pense que vous les sortez. Mais ça rappellera le match de Charleroi, le 3-2. Match incroyable. Ouais, et puis là, non, puis aussi 2006, Portugal. 2006, c'était la guerre. Et même Ricardo. 2004, Ricardo qui finit en claquette et à main nue. La panenka de Postiga. Non, c'était une séance de tir quand même assez mythique. Le ballon Rotero. Ouais, magnifique. Donc 2,40 pour moi, Portugal, demi-finale. Ce serait une belle compétition, je pense, le dernier carré pour le Portugal. Minimum. Minimum, sinon ce serait compliqué. Avec une première aventure enfin pas première aventure, parce qu'il y a la Belgique, mais... Non, vu l'effectif. Dernier carré. Quart de finale. Non, mais après, s'il le fait en dessous, pour moi, c'est un échec. Oui, voilà. En dessous, c'est un échec. C'est une grosse contre-performance si tu fais quart de finale. Tu perds en quart contre l'Allemagne ou la France, c'est une grosse compétition, c'est une grosse contre-performance? Ou c'est après, c'est toujours pareil, selon contre qui tu perds, mais sincèrement, avec cet effectif-là, avec les qualifs que tu as eu, la préparation que tu as eue,
S'il va pas au moins dans le dernier carré, ça serait compliqué. Donc le strict minimum alors à 2,40, donc c'est plutôt pas mal pour les ambitions portugaises, 2,40, donc le Portugal en demi-finale. Vous nous dites, les socios, d'ailleurs tous ceux qui nous regardent, vous réagissez bien sûr à toute l'émission. Strict minimum, demi-finale, c'est pas porter n'importe qui. Hein. Attendez, faut savoir, je viens de... à un moment donné, faut me dire. Non, les mots ont un sens. Vous dites que ce serait un échec si c'est malin. Strict minimum, dernier carré, c'est dernier carré. Bon, voilà, dernier carré. Les socios, donc vous nous réagissez bien sûr à toute la preview, vous donnez vos avis, vous aussi vous nous dites jusqu'où vous voyez le Portugal aller dans cette compétition. On arrive au terme de cette émission et on va refermer bien sûr cet instant au tableau by Winamax. On remercie notre partenaire également bonmaillot.com qui nous accompagne. Merci beaucoup à toi Gary. C'était un vrai plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Beaucoup de choses qui ont été dites dans cette émission. Est-ce qu'on est virulent dans les commentaires? On s'envoie des petits textos pendant la compète. On se tient au courant. Avec plaisir. On va voir comment ce sera reçu. Et comme disait un homme avec beaucoup de sourcils, rendez-vous le 14 juillet. Elton Mokolo, merci à toi. Merci à toi aussi. Prêt pour rentrer ce soir dans la compétition? Moi, je suis rentré dans ma compétition. Je pense qu'au pays. Puis 18 juin, belle date pour toi, le premier match du Portugal. Oui, le jour de mon anniversaire. C'est beau. Ouais, le jour de mon anniversaire. Mais après, c'est très fréquent. Je tombe souvent sur le Portugal un 18 juin. Bon, comme quoi. J'ai vu ça sur les compétitions internationales. Merci aux socios en tout cas qui nous ont suivis. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à réagir tout au long de la compétition et à donner vos avis sous cette vidéo. On se retrouve donc très très vite sur la chaîne du Club B5. Merci quand même à Fares Hachem, Arthur Veil qui ont préparé toutes les previews auxquelles vous avez pu assister sur la chaîne, réalisées bien sûr par l'excellent Amaury Cotin. Merci donc d'avoir été avec nous sur le Club B5 et on se dit à très très vite pour rentrer dans le vif de la compétition. Ciao.